Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 30 ans, et alors que les feux d'artifice explosaient déjà au-dessus du ciel azur de la Côte d'Azur pour le réveillon du Nouvel An, l'étincelle la plus vive de ma soirée a jailli de la salle à manger familiale. Le lustre en cristal scintillait au-dessus d'une table dressée comme pour une couverture de magazine, les flûtes à champagne alignées comme des soldats, l'argenterie captant chaque rayon de lumière, un chapon truffé fumant au centre. Ma sœur Véronique, affalée dans sa chaise en velours, les yeux brillants, m'a pointé du doigt. « Tu es toujours aussi pauvre ?» a-t-elle annoncé, sa voix tranchant net le brouhaha des conversations. Les rires ont déferlé de part et d'autre de la table, comme si elle venait de tirer le coup de pistolet d'un départ de course. Mes oncles, mes cousins, et même ma tante Sophie, qui ne riait jamais de rien, gloussèrent dans leurs verres. Mon père a levé son verre de whisky et a ajouté « À ce rythme, tu ne seras jamais propriétaire. » D'autres rirent. Le son a résonné contre le cristal et les murs, une mélodie répétée, comme une cruelle tradition familiale. J'étais assise là, les mains jointes sur mes genoux, mon sourire tranquille, ma fourchette en suspens juste au-dessus de mon assiette. Ils prenaient mon silence pour une capitulation. Ils pensaient qu'il était encore sans danger de se moquer de moi. Mais dans ma poitrine, les mots que je ne prononçais pas pesaient plus lourd que toutes les insultes qu'ils m'avaient jamais lancées. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est que minuit approchait, et que lorsque les 12 coups sonneraient, la situation se renverserait d'une manière qu'ils ne pourraient jamais imaginer. La famille Dubois avait perfectionné l'art du théâtre des fêtes. De la rue, notre villa brillait de mille feux, des guirlandes lumineuses tendues le long des corniches, les palmiers du jardin enroulés d'ampoules dorées. À l'intérieur, ma mère insistait pour que tout frise la perfection, l'acajou poli, les serviettes pliées en forme de cygne, le lustre dégoulinant de pampilles. Mais ce n'était pas pour nous. C'était pour les voisins, les collègues de mon père, les gens qui croyaient encore que les Dubois jouaient dans la cour des grands. Ce soir-là ne faisait pas exception. Véronique, l'enfant chérie, était assise au centre, telle une reine dans la cour de son palais. Elle venait de signer pour une nouvelle villa au Canet et s'assurait que chaque anecdote y ramenait. Les plans de travail en marbre importés d'Italie, s'extasiait elle, laissant son bracelet en diamant capter la lueur des bougies. Papa rayonnait en levant son verre. « C'est bien ma fille. » Ma mère s'épongua les yeux, comme si le granit à lui seul était la preuve du destin exceptionnel de Véronique. J'ai baissé les yeux vers la purée d'Érel, traînant ma fourchette dedans, peignant des stries rouges sur la porcelaine. Pour eux, chaque acquisition de Véronique était une preuve de leur héritage. Pour moi, cela ressemblait à du favoritisme gravé dans la pierre. Puis les plaisanteries sont revenues, tournant de nouveau autour de moi. « Hélène, » a ricané ma cousine Héloïse, « tu loues toujours ce petit studio ? Tu sais, celui qui pourrait tenir dans le garage de Véronique. » Des gloussements ont suivi. Mon père s'est penché en arrière, faisant tournoyer son verre comme s'il scellait un verdict. « Ta sœur a raison. Tu aurais dû faire une école de commerce. La créativité, ça ne paie pas les factures. » Il n'a même pas daigné me regarder en le disant. Les mots sont tombés, lourds, délibérés. J'ai senti la chaleur me monter aux joues, mais j'ai gardé une expression impassible. Il pensait que le silence signifiait la défaite, mais pour moi, il signifiait le stockage. Chaque insulte était mise de côté, comme une pierre dans ma poche, lourde mais utile. Le spectacle était si prévisible que j'en étais presque lassée. Véronique assez pavanate, papa. Applaudissait, maman murmurait des inquiétudes qui ressemblaient plus à un jugement, et le reste de la famille suivait comme un cœur obéissant. Mais cette fois, une voix a brisé le scénario. Chloé, ma jeune cousine revenue de sa faculté de droit à Paris, s'est agitée sur sa chaise et a dit doucement « La réussite ne se mesure-t-elle pas autrement que par l'argent ?» La table s'est figée un instant. Les fourchettes se sont arrêtées, les têtes se sont tournées. Ma sœur a éclaté de rire. « Seuls les fauchés disent ça », a-t-elle lancé. Papa a hoché la tête avec satisfaction. Exactement. La philosophie ne paie pas les factures. Ni ce que fait Hélène en ce moment. Le son de mon propre nom m'a piqué plus que les mots eux-mêmes. Chloé m'a regardé, ses yeux pleins d'excuses, presque suppliants, comme si elle souhaitait pouvoir retirer ses paroles. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, pas encore, mais elle reconnaissait la cruauté quand elle l'entendait. J'ai croisé son regard et lui ai adressé un petit sourire délibéré. Je n'avais pas besoin de sa pitié. J'avais besoin qu'elle sache que leurs mots ne me brisaient pas. Véronique n'avait pas terminé. Elle a levé sa coupe de champagne bien haut, son sourire brillant comme du verre brisé. Certains d'entre nous gravissent les échelons des grandes entreprises, a-t-elle dit fort, s'assurant que son diamant capte la lumière du lustre, et d'autres n'ont même pas les moyens de s'acheter de vrais meubles. Les rires ont repris, vifs comme une lame. Tante Sophie a reniflé dans sa serviette. Même oncle Didier a laissé échapper un petit rire. J'ai pris mon verre de vin, laissé le liquide rubis effleurer mes lèvres et les reposer avec une précision calme. Puis j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. « J'écoute, c'est tout » ai-je dit. Juste 3 mots. Mais le changement à table fut palpable.
Le sourire de Véronique a vacillé, ne serait-ce qu'un instant. Mon père a froncé les sourcils, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je parle. Pour la première fois de la soirée, ils ont réalisé que le silence pouvait être plus tranchant que le rire. La conversation a repris, avec un soulagement évident de revenir sur un terrain plus sûr. Véronique s'est lancée dans une autre histoire sur sa promotion, papa a hoché la tête fièrement, maman a ajusté son collier de perles, et les autres se sont penchés pour écouter. Mais à côté de moi, Chloé a murmuré, « Ne les laisse pas t'atteindre. Ils le regretteront un jour. » J'ai souri à nouveau, mais pas le sourire poli que je portais depuis des années. Celui-ci était plus acéré, plus délibéré. Parce que Chloé avait raison. Il le regretterait. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais bientôt. Cette table de salle à manger n'était pas seulement une scène, c'était un miroir reflétant des décennies de favoritisme et de trahison. Chaque année, le même scénario. Véronique, le soleil radieux, moi, l'ombre. Quand j'avais 12 ans et que j'ai gagné un concours d'art régional, maman a balayé la nouvelle d'un « C'est bien, ma chérie. Peut-être que l'année prochaine, tu feras quelque chose de pratique. » Quand Véronique a obtenu d'excellentes notes à son brevet, papa a sabré le champagne, invité les voisins et porté un toast comme si elle avait découvert le feu. Quand je leur ai montré une modélisation 3D de notre maison que j'avais codée sur un vieil ordinateur de récupération, papa a marmonné. « Mignon, mais les ordinateurs, c'est pour les jeux. Tu ne paieras jamais tes factures avec ces bêtises. » Puis il a fermé la porte. Des années de moments comme celui-ci se sont superposés, comme des sédiments, m'enfouissant sous leur jugement. Et pourtant, ces mêmes couches se sont durcies pour former autre chose, la détermination. Chaque insulte était un carburant, chaque rejet une raison de continuer. Assise là, en se réveillant du nouvel an, entourée de rires destinés à m'humilier, j'ai réalisé quelque chose de vital. Ils pensaient me réduire au silence par leurs moqueries, mais en réalité, je taillais mon silence pour en faire une lame. Le lustre au-dessus de nous projetait une lumière dorée, faisant briller les bulles de champagne comme du feu liquide. Véronique s'en imprégnait, mon père orchestrait le tout, les proches suivaient comme si les applaudissements étaient leur oxygène. Et moi, j'étais assise tranquillement, souriant légèrement, sentant le compte à rebours non pas à la télévision, mais dans ma propre poitrine. Minuit approchait, et avec lui, le règlement de compte. Car la vérité n'était plus seulement la mienne. Le monde la connaissait déjà. Seule cette table, cette soi-disant famille, s'accrochait encore au vieux mensonge selon lequel j'étais pauvre, exclu, l'échec parmi eux. Mais les mensonges ont une durée de vie, et celui-ci vivait ses dernières minutes. Alors j'ai plié soigneusement ma serviette sur mes genoux, levé mon verre une dernière fois et murmuré intérieurement. Riez tant que vous le pouvez. Parce que lorsque les 12 coups de minuit sonneront, vous vous souviendrez de cette nuit pour le reste de votre vie. J'avais 12 ans la première fois que j'ai compris que ma place dans la famille Dubois avait déjà été écrite pour moi, et ce n'était pas le rôle de l'enfant prodige. Le soir où je suis rentrée à la maison en agitant un dépliant du concours d'art régional, les joues rouges d'excitation, mon dessin des calanques de Cassis avait été choisi pour être exposé dans une galerie à Marseille. Je me souviens encore d'avoir fait irruption dans la cuisine, le coupon à la main, l'odeur de daube provençale flottant dans l'air. « Maman, regarde. Ils ont choisi le mien. » ai-je dit, ma voix aiguë, tremblante de fierté. Elle a à peine levé les yeux des pommes de terre qu'elle écrasait. « C'est bien, Hélène. Peut-être que l'année prochaine, tu feras quelque chose de pratique. » Pratique. Ce seul mot a atterri plus lourdement que son soupir, comme une laisse dont j'ignorais être attachée. 2 semaines plus tard, Véronique a obtenu la mention très bien à son bulletin, et toute la maison s'est transformée en sanctuaire. Papa a encadré chaque page dans du bois poli, tapissant le mur de l'escalier de ses accomplissements comme s'il s'agissait de sa propre galerie d'art. Les voisins sont venus, les flûtes à champagne se sont entrechoquées, et ma mère a pleuré des larmes de joie. Mon dépliant de la galerie était rangé dans un tiroir, hors de vue. C'était clair à ce moment-là, un enfant était le soleil levant, l'autre juste une ampoule vacillante en arrière-plan. À 16 ans, le fossé était devenu impossible à ignorer. Véronique a été sélectionnée dans l'équipe de volley-ball du lycée, et papa a envoyé des invitations à tout le quartier pour venir la voir jouer son premier match. Il lui a acheté de nouvelles baskets, a applaudi depuis les gradins si fort que l'entraîneur en a ri. Le même mois, je lui ai montré une modélisation 3D approximative de notre maison que j'avais construite sur un vieil ordinateur portable. Chaque comptoir, chaque fenêtre, recréé avec soin. Je pensais qu'il serait impressionné. Il s'est penché une seconde, a marmonné. « Mignon, mais les ordinateurs, c'est pour les jeux, Hélène. Tu ne paieras jamais tes factures avec ces bêtises. » Puis il a fermé la porte, au propre comme au figuré. Je n'ai pas arrêté. Les nuits, je restais éveillée, l'écran brillant sur mon visage, apprenant seul des lignes de code sur des forums postés par des inconnus. Ma professeure d'art plastique, Madame Renaud, a été la première adulte à voir quelque chose en moi. « Tu penses en système, Hélène,
m'a-t-elle dit, ses yeux brillants comme si elle avait trouvé une pierre rare. Ne laisse personne réduire ça. Ces paroles m'ont porté plus longtemps que les rebuffades à la maison. Et puis il y avait Julien, le voisin, pas beaucoup plus âgé que moi mais assez curieux pour s'asseoir en tailleur sur mon sol et mettre le casque de réalité virtuelle que j'avais bricolé. Il a tourné la tête, a vu le parc que j'avais conçu et a souri largement. On se croirait dans le futur, H. N'arrête jamais. Mais à l'intérieur de ma maison, la voix de mon père tonnait toujours plus fort. Je l'ai entendu un soir, le téléphone collé à l'oreille, son ton certain. Véronique va porter haut le nom des Dubois. Hélène est créative, mais elle finira par trouver quelque chose de stable, un jour ou l'autre. Je me suis figée dans le couloir, les mots s'enroulant autour de moi comme des chaînes. Stable. Voilà ce que j'étais pour eux. Pas brillante, pas exceptionnelle, juste quelque chose qui pourrait un jour se stabiliser assez pour ne pas embarrasser la famille. En terminale, le récit s'était solidifié. La lettre d'acceptation de Véronique à HEC Paris est arrivée dans une enveloppe épaisse, et notre salon a explosé. Papa a sabré le champagne, maman a pleuré ouvertement, les oncles et tantes ont appelé pour féliciter. La maison pulsait de célébration. La même semaine, j'ai reçu une offre de stage d'un petit incubateur de réalité virtuelle à Sophia Antipolis. Ma main a tremblé en montrant la lettre à papa. Il pense que je pourrais vraiment apporter quelque chose, ai-je murmuré. Il a à peine jeté un coup d'œil. La réalité virtuelle? Arrête de courir après les modes, Hélène. Postule à une école de commerce comme ta sœur. C'est ça, la vraie réussite. Son ton était sans appel. Pas d'applaudissements, pas de champagne, pas de voisins appelés. Just the silence. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai glissée dans mon journal. La preuve que quelque part, quelqu'un croyait en moi, même si ma famille ne le ferait jamais. Lors des dîners qui ont suivi, le schéma se répétait comme une horloge. Papa interrogeait Véronique sur ses professeurs et ses stages, maman répétait ses introductions pour les futurs collègues de Véronique. Quand j'essayais de partager un prototype que j'avais construit, il souriait poliment, puis me coupait avec un « Hélène se cherche encore ». Se cherche encore. Comme si j'étais un objet perdu qui pourrait un jour réapparaître à un endroit qui, enfin, aurait un sens pour eux. Le mur de l'escalier est devenu mon musée privé de l'injustice. Chaque cadre, chaque photo de Véronique brillant de plus en plus fort tandis que mes réalisations vivaient dans l'ombre. Le favoritisme n'était pas subtil, il était tissé dans la trame même de la maison, gravé dans le bois de la rampe d'escalier. Et tandis que le monde pourrait penser que la rivalité commence lorsque les carrières divergent, la mienne a commencé dans l'enfance. 2 enfants sous le même toit, mais traités comme si nous vivions dans des univers différents. Je portais leurs mots comme des pierres dans ma poche. Lourds, oui, mais ils ont construit quelque chose de solide en moi. Je me le disais à chaque fois qu'il te rejette, tu construis une couche d'armure. Chaque fois qu'il rit, tu affûtes ta lame. Pourtant, une armure ne peut pas complètement émousser la douleur de la trahison familiale. La veille de Noël, pendant ma terminale, la maison était chaude avec l'odeur du gigot et de la cannelle. Les proches s'échangeaient des cadeaux, les rires remplissaient chaque recoin. Ma cousine Chloé a eu une nouvelle voiture. Véronique a déballé des bagages de marque pour HEC. Quand j'ai ouvert mon cadeau, un journal à couverture florale, maman a rayonné, pour que tu puisses y écrire tes petites idées. Sa voix était douce, mais elle s'est enfoncée en moi comme une lame. J'ai serré le journal contre moi, j'ai souri poliment et j'ai pensé, un jour, ces petites idées seront plus grandes que tous vos cadeaux réunis. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais. Ils ont supposé. Ils n'ont jamais cru en ce que je construisais. Ils ont minimisé, ri, rejeté. Mais je n'étais pas anéanti. Je rassemblais chaque rire à mes dépens, chaque remarque sur ma pauvreté ou mon manque de sens pratique, chaque rejet de mon travail. Je les ai tous stockés. Comme de l'oxygène. Comme du carburant. Alors, quand je me suis assise à cette table ce réveillon-là, en tant qu'adulte, regardant Véronique se vanter de sa nouvelle villa et entendant papa plaisanter sur le fait que je ne serais jamais propriétaire, ce n'était pas juste une insulte. C'étaient des décennies d'insultes empilées. Ils pensaient que je rétrécissais sous leur lumière, mais la vérité, c'est que j'avais fait pousser des ailes dans l'obscurité. Des ailes qu'ils n'avaient jamais pris la peine de remarquer. La purée d'érel striait de rouge mon assiette, les bougies vacillaient contre le lustre, et leur rire remplissait la pièce. Mais à l'intérieur, une voix murmurait avec certitude, « Ils ont écrit ton rôle depuis que tu es enfant. » Ce soir, le scénario prend fin. J'avais 22 ans quand le point de rupture est arrivé, et il n'est pas venu en douceur. La soirée sentait le poulet rôti et le chardonnay, les rires résonnant dans le couloir poli alors que je portais mon carnet de croquis sous le bras comme un bouclier. Véronique venait de rentrer de HEC, rayonnante, avec des histoires de professeurs et de stages alignés comme des perles sur un collier. Papa se vantait déjà avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « BNP Paribas », a-t-il dit fièrement, frappant la table si fort que l'argenterie a tremblé.
Ils lui ont pratiquement garanti son avenir. Maman s'est penchée en avant, son collier de perles captant la lumière du lustre, hochant la tête si vite que j'ai cru que son cou allait se briser. Pour eux, Véronique n'était pas seulement une fille, elle était l'héritage du bois gravé dans le marbre. Quand les rires se sont calmés, mes paumes sont devenues moites alors que j'apercevais la faille de silence dont j'avais besoin. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai forcé les mots à sortir. Je ne postule pas à une école de commerce, ai-je dit. Chaque fourchette s'est arrêtée en plein vol. Le couteau de mon père a heurté l'assiette avec un bruit sec, assez pour fendre l'air. Je lance ma propre entreprise de conception en réalité virtuelle. La table s'est brisée comme du verre. Le visage de papa est devenu cramoisi, sa voix claquant comme un fouet. Tu plaisantes? Non, ai-je dit, ma voix tremblante mais assez stable. Je travaille sur des prototypes. C'est plus que des jeux, c'est de la conception immersive, des espaces virtuels. Véronique s'est penchée en arrière, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Alors tu paries toute ta vie sur des jeux vidéo? Ce n'est pas un jeu, ai-je rétorqué, mes mains serrées sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. C'est l'avenir. Papa a frappé la table de sa main. Les verres en cristal ont tremblé. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Ta sœur est à HEC, tes cousins sont en droit et en médecine, et toi, tu veux jouer avec des jouets? Maman a tendu la main, effleurant la mienne avec une douceur plus acérée que la rage de mon père. Ma chérie, a-t-elle murmuré, tu te mets dans l'embarras. Les gens vont penser que nous avons échoué en tant que parents. Embarras. Ce mot s'est logé plus profondément que chaque rire, chaque rejet. Au dessert, le verdict était froid et définitif. La voix de papa a tranché le bavardage comme de l'acier. Si tu tournes le dos à l'école de commerce, tu tournes le dos à notre soutien. Pas de frais de scolarité, pas d'argent de poche, pas de filet de sécurité. Tu es seul. Le sourire de Véronique s'est élargi, satisfait. Bonne chance pour payer ton loyer avec tes petits projets artistiques. Je voulais crier, jeter chaque croquis et prototype sur la table, exiger qu'il me voie enfin. Mais ma voix est sortie basse, égale. Très bien. Je le ferai seul. Cette nuit-là, j'ai fait 2 valises, une boîte de carnet de croquis, mon vieil ordinateur portable et les clés de la vieille Clio que Véronique avait toujours tournée en dérision. À l'aube, j'étais partie. Mon nouveau chez-moi était un studio minuscule à Valory, les murs fissurés, la moquette sentant légèrement le moisi, et le matelas posé à même le sol. Les cafards se dispersaient quand j'allumais la lumière, et la Clio toussait de la fumée à chaque démarrage. De l'extérieur, je ressemblais à l'échec qu'ils attendaient. Peut-être que cela les réconfortait. Peut-être qu'ils se rassemblaient autour de cette table polie, secouant la tête en disant « Vous voyez, nous avions raison ». Mais à l'intérieur de cet appartement miteux, une autre histoire commençait. À 2 heures du matin, pendant que les voisins se disputaient à travers les murs fins, j'étais penché sur mon ordinateur, un café bon marché fumant à côté de moi. Je codais, je dessinais, je testais des prototypes que personne n'avait demandé. Mes yeux me brûlaient, mes poignets me faisaient mal, mais je continuais. 6 mois plus tard, j'ai raclé 50 € et me suis inscrite à un salon des startups à Sophia Antipolis. Tout mon budget a servi à acheter une table pliante, une bannière fragile imprimée dans une boutique du coin, et le droit de me tenir épaule contre épaule avec des stands polybrillants sous les projecteurs. Je portais mon unique blazer acheté en friperie, j'ai installé mon vieil ordinateur et j'ai prié pour que la Clio ne tombe pas en panne sur le chemin. Des investisseurs passaient en chaussures chères, leur parfum entêtant dans l'air. Le premier s'est penché, le casque couvrant à peine ses cheveux gominés. 10 secondes plus tard, il a gloussé, secoué la tête. Ça ressemble à un jouet, pas à une entreprise. Il n'a même pas pris ma carte. Un autre homme a croisé les bras, a essayé le casque, a tenu 30 secondes, puis a rejeté mon dépliant comme si c'était un déchet. Personne ne paie de l'argent réel pour des peintures virtuelles, a-t-il raillé. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je brûlais. À midi, mon stand était invisible. Julien, qui était venu pour m'aider, a murmuré « Peut-être qu'ils ont raison, Hélène. Peut-être que c'est trop de niche. Tu pourrais encore faire un master en gestion, rejoindre une vraie entreprise. » Ces mots m'ont blessé, non pas parce qu'il était méchant, mais parce que, pendant une seconde, j'ai failli le croire. Puis elle est apparue. Une femme d'une 50aine d'années, blazer impeccable, chaussures sobres, une confiance tranquille mais assez pesante pour remplir l'espace. Elle n'a pas posé de questions. Elle a mis le casque. Elle a marché lentement dans ma galerie, s'attardant devant chaque sculpture, chaque paysage surréaliste que j'avais codé à partir de zéro. Sa tête s'est inclinée, ses yeux se sont plissés, comme si elle pouvait voir quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Quand elle a retiré le casque, ses yeux brillaient. « Combien ?» a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux. Pardon? Je veux acheter cette collection. Tout Law Collection. Donnez-moi votre prix. Julien s'est figé.
Ma gorge s'est asséchée. J'avais préparé une douzaine de discours, mais aucun pour cela. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à balbutier un chiffre qui me semblait incroyablement audacieux. 220 000 euros. Elle n'a pas sourcillé. Elle a hoché la tête. Envoyez-moi les documents. À la fin de l'après-midi, le contrat était signé. D'un coup, mon travail n'était plus de la théorie. C'était du business. Julien me fixait, la bouche ouverte. Tu as vraiment vendu? J'ai ri, un rire tremblant, l'adrénaline bourdonnant dans mes veines. On dirait bien. Cette nuit-là, en rentrant dans la Clio qui toussait de la fumée à chaque kilomètre, je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de SMS à Véronique. Pour eux, j'étais toujours la fille fauchée qui courait après des jouets. Et je voulais que ça reste comme ça. Car plus ils me sous-estimeraient longtemps, plus la révélation serait douce. Une affaire en a entraîné 3, 3 en ont entraîné 10. En 2 ans, j'avais des contrats valant des millions. Pourtant, je vivais dans le même appartement, conduisais la même voiture, portais les mêmes jeans de friperie. Au dîner de famille, je les laissais payer l'addition, les laissais penser que je luttais. C'était le masque que je portais si bien qu'ils n'ont jamais pensé à le remettre en question. Mais derrière ce masque, la vérité devenait trop grande pour être cachée. Et un jour, elle exploserait à travers leur salle à manger parfaite comme un feu d'artifice à minuit. De l'extérieur, mon appartement ressemblait à un échec habillé de peinture écaillée et de stores tordus. La Clio s'affaissait sur le parking, toussant de la fumée chaque matin, et mes courses étaient emballées dans des sacs en papier froissé qui semblaient avoir survécu à une guerre. N'importe qui en passant aurait secoué la tête en pensant « Pauvre fille, elle n'a jamais réussi à s'en sortir. » Et je les laissais penser ça. Je leur donnais l'image qu'ils voulaient, l'histoire que ma famille avait écrite pour moi, un échec qu'ils pouvaient utiliser comme commérage autour d'un verre de vin et de barbecue dans le jardin. À l'intérieur, la vérité pulsait sur le bureau fissuré où mon vieil ordinateur portable brillait toute la nuit. Des contrats défilaient à l'écran, des signatures d'investisseurs de Londres, Tokyo, San Francisco. Les chiffres grimpaient chaque mois, les virgules se multipliant jusqu'à devenir floues. J'aurais dû emménager dans une villa, acheter une flotte de voitures, leur jeter mon succès au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ce studio minuscule avec son odeur de moisi et sa lumière fluorescente bourdonnante. Car l'invisibilité était mon arme. Plus ils me sous-estimaient, plus mon silence devenait puissant. Il y a eu des alertes. Un après-midi d'été, maman m'a invité à un brunch dans la nouvelle villa de Véronique, une immense propriété au Canet avec des fontaines à l'entrée et des sols en marbre qui résonnaient sous chaque pas. Véronique a fait la visite comme si elle était un agent immobilier, montrant la pierre importée et les rideaux italiens, ses talons claquant comme des applaudissements à sa propre réussite. Papa lui a tapé dans le dos en claironnant. « Tu vois, Hélène, voilà à quoi ressemble la stabilité. » J'ai souri faiblement, les mains jointes, alors qu'à l'intérieur, je brûlais de savoir qu'un seul virement que j'avais signé cette semaine-là valait plus que tous les lustres de cette maison réunie. Au brunch, un vieil ami de papa m'a coincé près du buffet, se servant des œufs dans son assiette. « Je crois que j'ai vu ton nom dans une newsletter tech », a-t-il dit nonchalamment. Mon pouce est accéléré, mes doigts se resserrant sur l'assiette en porcelaine. Quelque chose sur les plateformes de Hervé. Je l'ai interrompu en riant. Ça doit être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'Hélène dans le monde. Il a froncé les sourcils, haussé les épaules et est parti. J'ai expiré lentement, mon cœur battant comme un tambour. C'était passé près. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai rejoué la scène encore et encore. Comment un seul lapsus aurait pu briser le déguisement? Une partie de moi était terrifiée. Une autre, téméraire, électrique, excitée par la proximité de la vérité. Mon secret devenait trop grand pour être contenu. Un coin de moi voulait qu'ils le découvrent, voulait voir leur certitude suffisante s'effondrer. Mais pas encore. Les nuits tardives se fondaient dans les aubes. Les boîtes de pizza s'empilaient comme des trophées, les tasses de café s'alignaient comme des soldats. Mon ordinateur portable haletait comme s'il allait exploser, le ventilateur hurlant pendant que je codais de nouveaux prototypes. Je quittais à peine l'appartement, sauf pour les courser. L'essence bon marché pour la Clio. Le monde me croyait petite, en difficulté, invisible. Mais derrière les murs fins, je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Puis l'email est arrivé. Il était plus de minuit, l'extérieur était silencieux, à l'exception d'une sirène lointaine résonnant dans la rue. Mon écran brillait dans la pièce sombre, la lumière bleue peignant le plâtre fissuré. Je parcourais les mises à jour de projet quand la notification a retenti. Sujet, félicitations Hélène. J'ai cliqué, m'attendant à moitié à un spam. Mais ce n'en était pas un. Les mots sur l'écran m'ont figé sur place, vous avez été sélectionné pour le classement Forbes 30 Under 30. Annonce officielle en attente. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'agripper au bord du bureau. Mon nom, en noir et blanc, associé à une reconnaissance que les gens passaient des carrières entières à rechercher. Pendant un long moment,
Je l'ai juste fixé, le silence autour de moi enflant comme la chaleur avant un orage. Puis j'ai fait quelque chose qui pourrait paraître étrange. J'ai appuyé sur « Supprimer ». La reconnaissance n'était pas le but. Pas encore. Je voulais que la révélation se fasse selon mes propres termes, pas à travers un entrefilet de magazine. Pourtant, après avoir cliqué sur « Supprimer », je me suis adossée à ma chaise, les yeux brûlants, la poitrine serrée, et j'ai laissé le poids de la nouvelle s'installer. La preuve que le monde commençait à me remarquer. Ma famille ne l'avait pas fait, mais bientôt, ils n'auraient plus le choix. Le masque est resté en place au dîner de Noël cette année-là. J. Gare la Cleo, de Travers devant la Villa de Véronique. Elle a souri en voyant les bosses tout en ajustant son bracelet en diamant. Maman a fait la moue devant mes chaussures de friperie. Papa a soupiré quand j'ai proposé d'apporter un dessert de supermarché. Il pensait que je m'accrochais aux miettes, que je survivais grâce à leur pitié. Mais dans mon sac à main, des contrats d'une valeur de 7 chiffres étaient pliés dans un dossier en cuir, encore chaud de l'imprimante. Les voisins chuchotaient, elle est fauchée. Ils ne savaient pas que je négociais un accord à Londres. D'anciennes camarades de classe se vantaient de leur promotion, ne réalisant pas que leur salaire dépendait de la plateforme même que j'avais construite. Même Claire, ma rivale du lycée, s'est moquée de ma voiture sur le parking du supermarché, sans jamais soupçonner que son entreprise était l'un de mes clients silencieux. Chaque insulte devenait un carburant. Chaque regard dédaigneux était une autre étincelle sur le feu que j'attisais. Les secrets ont une façon de se propager. Dans les cercles technologiques, les murmures se faisaient plus forts. Des blogs spéculaient sur la mystérieuse fondatrice derrière une plateforme de design valant 1 milliard. Des investisseurs citaient mon nom dans des interviews. Chaque fois, mon pouce accélérait. Chaque fois, je me demandais combien de temps je pourrais garder le masque intact. Je pensais avoir plus de temps. J'avais tort. Un soir, le collègue de mon père lui a transféré un lien. Sujet, c'est ta fille Hélène ? En pièce jointe, le titre qui allait tout changer. Forbes, la plus jeune milliardaire de France vivait sous nos yeux. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré sans arrêt avec des appels auxquels je n'ai pas répondu. Je suis restée assise près de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir au crépuscule, mon ordinateur portable brillant avec la confirmation. Le mensonge que j'avais porté pendant des années venait de se fissurer dans un simple objet de mail. Et au lieu de la peur, j'ai ressenti du calme. Pour la première fois, j'étais prête. Le réveillon du Nouvel An était dans quelques jours. La table de la salle à manger brillerait à nouveau. Véronique sourirait, papa porterait un toast à sa santé, maman soupirerait, et ils me regarderaient tous avec pitié, se moquant de la Clio, des chaussures de friperie, de la soi-disant ratée. Laissez-les faire. Parce qu'à minuit, quand le présentateur de télévision prononcerait mon nom, le silence qui suivrait serait le mien. La salle à manger des Dubois avait toujours été une scène de théâtre, et cet hiver-là, le script semblait avoir été répété pendant des décennies. Véronique est entrée d'un pas conquérant, vêtue d'une robe en velours qui semblait incarner la richesse elle-même, ses boucles d'oreilles en diamant captant l'éclat du lustre. Mon père se tenait en bout de table, claironnant au sujet de la promotion de sa fille, faisant glisser son téléphone sur le bois poli pour que chacun puisse admirer les graphiques lumineux à l'écran. 9 chiffres, annonça-t-il fièrement. La banque n'aurait pas pu le faire sans elle. Des applaudissements parcoururent la table, sincères, assez forts pour faire trembler le cristal. Maman s'épongua les yeux avec une serviette, les tantes se penchèrent, murmurant leur admiration comme si Véronique venait de découvrir l'électricité. Je me suis glissée discrètement à ma place, passant inaperçue jusqu'à ce que ma tante Caroline incline la tête vers moi, la voix mielleuse et faussement douce. « Alors, Hélène, tu continues ton petit passe-temps » Ma fourchette s'est immobilisée. Passe-temps. Ce mot atterrissait toujours comme une pierre dans mon estomac. J'ai forcé un petit sourire, pressant la serviette sur mes genoux jusqu'à ce qu'elle se froisse. Ce n'est pas juste un passe-temps, ai-je dit doucement. Je construis des environnements virtuels, des systèmes de conception. Véronique m'a interrompu d'un rire assez aigu pour me transpercer. Encore la réalité virtuelle ? Tu cours toujours après ça ? Honnêtement, à ce stade, c'est juste mignon. Le rire a fait le tour de la table, poli mais acéré. Oncle Didier a secoué la tête en levant son verre. Un esprit créatif, celle-là, mais on ne peut pas payer ses factures avec de la créativité. J'ai pincé les lèvres, les bords de ma serviette s'enfonçant dans mes paumes. Aucun d'entre eux n'avait cliqué sur les liens que j'avais envoyés lorsque les blogs spécialisés avaient parlé de mon travail. Aucun d'eux n'avait assisté à une présentation ou lu un seul article. Pourtant, chaque fois que Véronique éternuait dans la direction de sa banque, ils se rassemblaient comme des disciples. Je repensais à la seule fois où j'avais invité maman à une petite conférence où ma start-up présentait son projet. Ce n'est pas mon genre de choses, ma chérie, avait-elle dit en lissant mes cheveux. Mais Véronique a une grande présentation la semaine prochaine, peut-être qu'on pourra tous y aller. Et ils y étaient allés. Tous, jusqu'au dernier,
remplissant l'auditorium, applaudissant jusqu'à s'en faire rougir les mains. J'avais regardé l'enregistrement en ligne plus tard, comptant leurs visages dans la foule comme une punition. Pas une seule chaise n'avait été occupée pour moi. Le souvenir me brûlait alors que Véronique se penchait en avant, se servant plus de vin, souriant comme si elle avait gagné une guerre à laquelle je n'avais même pas été autorisée à participer. Un jour, tu deviendras sérieuse, Hélène. Tu trouveras quelque chose de vrai. D'ici là, on continuera à t'encourager. Elle m'a fait un clin d'œil. Tout le monde a besoin d'un passe-temps. Mes joues se sont échauffées, non pas de honte, mais d'un feu plus constant. Cette semaine-là même, j'avais signé un contrat d'une valeur supérieure à la totalité du bonus de Véronique. J'ai eu envie de le lui jeter au visage, de poser les papiers sur le bois poli et de regarder son sourire s'effondrer. Au lieu de cela, j'ai tracé le bord de mon assiette avec la pointe de ma fourchette, calme et délibérée. Le silence n'était pas une capitulation. C'était une réserve de munitions. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon appartement, je me suis assise à mon bureau fissuré, la lueur de mon écran éclairant l'obscurité. Des contrats étaient étalés sur la table, des chiffres avec plus de zéros que ma famille n'avait jamais rêvé que je puisse toucher. La ville dehors était silencieuse, mais à l'intérieur, j'étais vivante, les doigts volants sur le clavier, l'adrénaline bourdonnant tandis que le rire de Véronique résonnait dans ma tête. Chaque mot était une blessure, mais les blessures peuvent se transformer en armure. Je me suis penchée en arrière, me frottant les yeux fatigués, et j'ai murmuré à la pièce vide. Un jour, vous le regretterez. Pas seulement à cause des contrats ou de la richesse, mais parce qu'il ne m'avait pas soutenue quand je grimpais seule. De l'extérieur, j'étais toujours la même Hélène, la Clio toussant sur le parking, les courses dans un sac abîmé, les chaussures usées par des années de marche. De l'intérieur, je signais des contrats à 7 chiffres, négociais des expansions en Europe, transformais les nuits en empire. Et il n'en avait aucune idée. Un après-midi, quelques mois plus tard, maman m'a de nouveau invitée à un brunch chez Véronique. L'excuse, cette fois, était la nouvelle voiture de Véronique, une machine brillante garée dans l'allée circulaire comme un trophée. Ils se sont rassemblés autour, comme s'il s'agissait d'un monument, des coupes de champagne levées. « Regardez ça », a dit papa fièrement, tapotant le capot. La réussite qu'on peut voir et toucher. À table, ma cousine Héloïse s'est penchée près de moi en ricanant. « Tu devrais laisser Véronique choisir ta prochaine voiture. Cette Clio est embarrassante. » Son rire était aigu et cruel, résonnant sur les murs de marbre. J'ai forcé un léger sourire, ajustant la serviette sur mes genoux. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que plus tôt ce matin-là, j'avais viré des fonds pour une acquisition à Londres. Plus d'argent que cette maison et cette voiture réunies. Mais je n'ai rien dit. Parce que le silence était plus tranchant que l'aveu. Ce soir-là, seul à nouveau dans mon appartement, j'ai parcouru l'email qui était arrivé juste après minuit. Confirmation de publication de Forbes. Embargo levé le 31 décembre à minuit. Mon cœur battait la chamade en le lisant, puis en le relisant. Un très léger sourire a courbé mes lèvres. Laissez-les rire maintenant. Laissez-les porter un toast à la voiture de Véronique, à sa villa, à ses couronnes creuses. Dans quelques semaines, quand le monde prononcerait mon nom, le silence à cette table serait plus fort que tous les applaudissements que Véronique avait jamais reçus. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis restée assise, immobile, fixant le plafond fissuré. L'horloge faisait un léger tic-tac, régulier, comme un compte à rebours que seul moi pouvais entendre. Minuit approchait, et avec lui, le règlement de compte. Les murmures ont tendance à voyager plus vite que la vérité, et dès l'été précédent ce fameux réveillon du Nouvel An, les rumeurs à mon sujet avaient déjà commencé à fuiter au-delà des cercles protégés que j'avais construits. J'étais à un cocktail sur un toit-terrasse dans le centre de Nice quand je l'ai entendu pour la première fois. 2 investisseurs en costume sur mesure, verre de whisky à la main, s'appuyaient contre la balustrade. Le cerveau derrière Horizon VR, disait l'un en secouant la tête, est un pur génie. On dit que c'est une femme, qui se cache au grand jour. L'autre a gloussé. Ouais, et ça va se révéler être une sorte de prodige sorti de Polytechnique. Ou peut-être que ce n'est personne, juste un prête-nom. Je me tenais à 1,2 m, sirotant mon eau gazeuse, invisible. Mon nom était sur le bout de leur langue, perché comme un oiseau qui n'avait pas encore pris son envol. Cette nuit-là, je suis restée éveillée. Dans mon studio miteux, fixant le plafond fissuré, mon pouls battant la chamade. Combien de temps encore pourrais-je cacher cela? Chaque contrat, chaque article dans les blogs tech, chaque murmure dans les bons cercles, c'était comme de l'eau qui s'accumulait contre un barrage. Ma famille me croyait toujours en difficulté, mais le reste du monde se rapprochait de la vérité. Les alertes se sont multipliées. Un après-midi, maman m'a de nouveau invitée au brunch dans la villa de Véronique. Elle venait d'acquérir une résidence secondaire et papa voulait que tout le monde voie les photos. Je suis arrivée en jean délavé, avec une modeste bouteille de vin que j'avais prise à l'épicerie du coin. Ils m'ont à peine regardé jusqu'à ce que le collègue de papa,
un consultant financier, me coince près du buffet. Il se servait des œufs dans son assiette et a dit nonchalamment « Je crois avoir vu votre nom dans une newsletter tech. » Quelque chose sur les plateformes de Hervé. Mon cœur s'est emballé. J'ai forcé un rire, balayant l'idée d'un geste de la main. Ça doit être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'Hélène dans le monde. Il m'a étudié un instant de trop, avant de hausser les épaules et de se détourner. Je suis resté là, agrippant mon assiette si fort que j'ai failli la briser. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai rejoué la scène encore et encore. À quel point c'était passé près. Comment un seul faux pas aurait pu tout faire voler en éclats. Le masque était encore intact, mais les bords s'effilochaient. Et une partie de moi, une partie téméraire et dangereuse, voulait qu'ils se brisent. Qu'ils se fracassent contre leur certitude suffisante et que je puisse observer le choc sur leur visage. Mais pas encore. Quelques semaines plus tard, j'étais à Paris, serré dans une salle de réunion avec 3 hommes en costumes impeccables. La table était jonchée d'ordinateurs portables, de papier et de tasses de café à moitié vides. Le contrat devant moi valait 7 chiffres. Mes mains tremblaient en faisant glisser la dernière page. L'investisseur principal m'a étudié longuement, puis a apposé sa signature d'un trait délibéré. D'un coup, l'affaire était conclue. Je lui ai serré la main, la mienne moite mais ferme. 2 heures plus tôt, je mangeais des nouilles froides à mon bureau, priant pour que la Clio ne cale pas sur le trajet. Maintenant, je quittais le bâtiment avec un contrat qui pourrait réécrire la prochaine décennie de ma vie. Pourtant, en rentrant à Nice, j'ai garé ma Clio tout sautant à sa place de travers et j'ai porté mes courses dans les mêmes sacs en papier froissé. Pour les voisins, j'étais toujours la fille qui n'avait pas réussi à s'en sortir. J'en avais besoin. Le déguisement était ma plus solide armure. Mais le masque s'est à nouveau fissuré à la Toussaint. La maison sentait la dinde et la cannelle. La famille était réunie autour de la table, leur voix bourdonnant du dernier triomphe de Véronique, des vacances en Italie et une autre promotion à sa banque. Entre 2 bouchées de farce, oncle Didier m'a souri narquoisement. Alors, Hélène, toujours à joindre les 2 bouts avec ton petit passe-temps. La table glace, les fourchettes cliquetantes. J'ai forcé un léger sourire, traçant le bord de mon assiette. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que mon entreprise venait de conclure un accord international ce matin même. La confirmation du virement était encore fraîche dans ma boîte de réception. Plus de 0 que la promotion de Véronique n'en toucherait jamais. J'ai pensé le dire, à ce moment-là. Renverser la table de la moquerie avec une seule vérité. Mais le timing était essentiel. Et le mien n'était pas encore venu. Alors je suis restée silencieuse. Je les ai laissés rire. Je les ai laissés porter un toast à l'éclat de Véronique tout en ignorant le feu qui brûlait en moi. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu l'email qui allait sceller le compte à rebours. Sujet, Forbes. Felicitations, Helene. Embargo, leave, low 31. Décembre à minuit. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, mon souffle se coupant dans ma gorge. Le monde allait savoir. Pas par des murmures ou des rumeurs, mais par des gros titres. Je me suis adossée à ma chaise, la lueur de l'écran peignant mon visage. Bientôt, ai-je murmuré dans la pièce vide. Ils verront. Bientôt. Le barrage était sur le point de céder. Et quand ils le feraient, ils n'emporteraient pas seulement leur rire. Ils noieraient l'héritage qu'ils avaient construit sur mon exclusion. Le lustre brillait chaleureusement au-dessus de la table de la salle à manger des Dubois, mais cette chaleur ne m'atteignait jamais. C'était début décembre, et la table était dressée comme si la soirée elle-même devait être photographiée pour un magazine. Verre en cristal, argenterie si bien polie qu'elle en était presque aveuglante, assiette chargée de dinde et de pommes de terre. Véronique était assise au centre, son collier de perles se balançant tandis qu'elle parlait fort de l'expansion de sa banque en Italie. Papa hochait la tête, le torse bombé, une fierté affichée sur son visage comme une bannière qu'il voulait que tout le monde voie. Je me suis glissée à ma place, silencieusement, presque invisible. Un instant, j'ai cru que la soirée pourrait se passer avec moi en arrière-plan, juste une ombre de plus au bord de leur lumière. Mais tante Caroline a brisé l'illusion la première. Elle a incliné la tête, sa voix sirupeuse. Alors, Hélène, toujours à bricoler avec ton passe-temps. Le mot a atterri lourdement, comme toujours. Passe-temps. Ma fourchette s'est figée. Ce n'est pas juste un passe-temps, ai-je dit doucement. Je construis des systèmes d'environnement. Le rire de Véronique m'a coupé avant que je puisse finir. Encore la réalité virtuelle? Tu cours toujours après ça? Honnêtement, ça devient triste. Son sourire narquois brillait à la lumière, aussi tranchant que du verre. Le rire a fait le tour de la table, poli mais pointu. Oncle Didier a levé son verre en ricanant. Esprit créatif, bien sûr, mais on ne peut pas payer ses factures avec de la créativité. J'ai aplati ma serviette sur mes genoux jusqu'à ce que le tissu se froisse dans mes mains. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que la semaine précédente, j'avais signé un accord plus important que la totalité du bonus de Véronique. Mais je n'ai rien dit.
Le silence n'était pas une faiblesse. C'était une lame. Maman a essayé d'adoucir le coup avec un soupir. Nous voulons juste que tu sois installée, ma chérie. À ton âge, tu devrais avoir quelque chose de stable. On ne peut pas courir après des idées toute sa vie. Elle a prononcé le mot « idée » comme si c'était une malédiction, comme si les rêves eux-mêmes étaient contagieux. Véronique a levé son verre bien haut. « Au bon choix », a-t-elle déclaré. Le tintement des verres a suivi, les rires montant à nouveau. Mon verre est resté sur la table. Je n'avais pas besoin de me joindre à eux. Ma cousine Héloïse m'a souri narquoisement de l'autre côté de la table, son rouge à lèvres captant la lueur. Tu devrais laisser Véronique choisir ta prochaine voiture. Ta Clio est une honte. Plus de gloussements. Papa s'est penché en arrière, secouant la tête comme s'il me plaignait. Même en toute une vie, Hélène, tu ne rattraperas jamais ta sœur. J'ai tracé le bord de mon assiette avec la pointe de ma fourchette, respirant calmement, le visage impassible. Ils pensaient que leurs mots me transperçaient, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était se durcir en acier. La pièce bourdonnait de leurs acclamations pour Véronique, pour ses vacances, pour ses bonus. Je suis restée assise, silencieuse, me souvenant de l'email qui brillait dans ma boîte de réception. Forbes, la plus jeune milliardaire de l'année. Annonce prévue le 31 décembre à minuit. Je l'avais lu une centaine de fois, mon rythme cardiaque s'accélérant comme une horloge à chaque regard. J'ai regardé. Autour de la table, ces visages qui ne s'étaient jamais montrés pour moi. Pas une seule fois ils n'avaient rempli les chaises à mes conférences. Pas une seule fois ils n'avaient lu les articles, cliqué sur les liens, pris la peine de voir au-delà de leurs récits favoris. Chaque toast pour Véronique était un clou de plus dans l'histoire qu'ils aimaient raconter, l'enfant prodige et la ratée. Mais la vérité était déjà écrite, attendant de faire surface à minuit, le soir du Nouvel An. Ils ne le savaient pas, mais ils applaudissaient à un enterrement. Leur version de moi serait enterrée cette nuit-là, et le silence qui suivrait serait le mien. Quand le dessert a été servi, Héloïse s'est penchée en avant, incapable de résister à une dernière pique. Alors dis-moi, Hélène, comment tu fais même pour payer ta place ici ce soir? Quelqu'un doit couvrir ta part de l'addition? La salle a éclaté de rire, un rire brut et sans retenue. J'ai posé mon verre avec précaution, j'ai plié ma serviette et j'ai souri faiblement. Laissez-les rire. Laissez-les croire que leur cruauté était intelligente. Car chaque gloussement était un pas de plus vers le règlement de compte. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai fixé l'email une dernière fois. Mon reflet chatoyait faiblement dans la lueur de l'écran, les yeux fixes, les lèvres courbées en un sourire plus acéré que celui que j'avais porté à table. Riez tant que vous le pouvez, ai-je murmuré. Dans 3 semaines, le monde saura. Le compte à rebours n'était pas à la télévision. Il était en moi. Et j'étais prête. Les nuits sur la Côte d'Azur devenaient plus vives alors que décembre approchait de sa fin. L'air était assez vif pour me piquer les poumons quand je sortais. Je marchais vers ma Clio, garée de travers sur le parking, la même voiture dont ils aimaient tant se moquer, et pendant une seconde, j'ai failli rire. Si seulement ils savaient que ce morceau de métal rouillé m'avait transporté à des réunions où des signatures valant des millions glissaient sur des tables polies. Si seulement ils savaient que la fille au volant était déjà sur la liste de Forbes, dont la révélation était prévue à minuit le soir du Nouvel An. Mais ils ne le savaient pas. Pas encore. Et chaque jour qui passait, les murmures en dehors des murs de ma famille se faisaient plus forts. Les blogs tech spéculaient sur la mystérieuse fondatrice d'Horizon VR. Des investisseurs laissaient échapper des indices dans des interviews, s'émerveillant d'une plateforme qui avait remodelé le design sur 3 continents. Un journaliste a même écrit « Qui qu'elle soit, elle est sur le point de devenir l'une des femmes les plus puissantes de la tech. » Je lisais ces mots tard dans la nuit, la lumière bleue brûlant mes yeux fatigués, et je souriais. Ils se rapprochaient, et bientôt, le projecteur que j'avais évité pendant des années ne serait plus une option. Marguerite Lefebvre, ma mentor, a appelé la semaine avant Noël. Sa voix était chaleureuse mais ferme, comme elle seule savait l'être. « J'espère que tu es prête, Hélène » a-t-elle dit. Forbes, ce n'est pas seulement de la reconnaissance. C'est une exposition médiatique. Ils sauront tous. Je veux qu'ils sachent, ai-je admis. Surtout ma famille. Elle a gloussé doucement, comme si elle attendait de m'entendre dire ça. Tu n'as pas besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Tu l'as déjà fait. Mais parfois, la plus douce des vengeances c'est de laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai raccroché, fixant la faible lueur des décorations de Noël accrochées au balcon de mon voisin. Elle avait raison. Mais une faim persistait en moi. Je ne voulais pas seulement que la vérité parle. Je voulais qu'elle résonne. La conversation de groupe de ma famille sur WhatsApp bourdonnait constamment. Des photos de la villa de Véronique décorée comme une carte postale de Noël. Papa se vantant d'une nouvelle location de vacances à Saint-Tropez. Maman demandant qui apportait quoi pour le dîner du Nouvel An. Mon téléphone s'illuminait de leur fierté les uns pour les autres, leur exclusion de moi tissée entre chaque ligne. Quand j'ai proposé d'apporter le dessert, papa a répondu « C'est Véronique qui s'occupe du traiteur,
ma chérie. Viens juste comme tu es. La pitié dégoulinait, plus lourde qu'une insulte. Pendant ce temps, sur mon ordinateur portable, je finalisais un accord pour ouvrir un bureau d'Horizon VR à Singapour. Le contrat s'affichait en gras à l'écran, les signatures bien alignées. Une autre expansion qui aurait des répercussions sur des marchés dont il ne pouvait même pas prononcer le nom. Je regardais les deux écrans, la conversation familiale brillant de leur victoire superficielle et le contrat scintillant d'une preuve indéniable, et je sentais le fossé s'élargir plus que jamais. Maya est passée un soir, emmitouflée dans un manteau rouge, ses cheveux sous un bonnet de laine. Elle a regardé mon appartement exigu, la même peinture écaillée et la lumière bourdonnante qu'elle connaissait depuis des années, et a secoué la tête. « Hélène, tu pourrais acheter une villa plus grande que celle de Véronique demain. Pourquoi es-tu encore ici ?» J'ai ri doucement, lui versant du thé dans des tasses ébréchées. Parce que la révélation doit se faire selon mes conditions. La nuit qu'ils n'oublieront jamais. Ses yeux se sont plissés. Tu veux dire le soir du Nouvel An? J'ai hoché la tête. Minuet. C'est là que Forbes met en ligne. Elle s'est adossée, un lent sourire se dessinant sur son visage. Tu vas les laisser se moquer de toi une dernière fois? Une dernière fois, ai-je répété. La pensée ne me piquait pas. Elle m'excitait. Noël est passé, une autre série de pics polis déguisés en blagues. Les cadeaux de Véronique s'alignaient sous le sapin comme des trophées, sacs de créateurs, bijoux scintillants, vacances réservées. Les miens étaient petits, pratiques, comme s'ils ne pouvaient pas m'imaginer mériter plus. Un pull de taille trop grand, un livre de cuisine que je n'utiliserai jamais. Le sourire de maman quand je les ai déballés était le même que d'habitude, doux, dédaigneux, rassurant. Mais la nuit, seule, je retournais à l'email. Sujet, Forbes. La plus jeune milliardaire de l'année. Annonce prévue le 31 décembre à minuit. Mon cœur s'emballait à chaque fois que je le lisais, comme un compte à rebours caché en moi. Plus l'échéance approchait, plus mes pensées devenaient téméraires. Une partie de moi voulait entrer dans la villa de Véronique et lâcher la nouvelle moi-même, regarder les sourires narquois glisser de leur visage avant que les caméras ne le confirment. Mais je savais que le silence de leur moquerie à minuit, tranché par la voix d'un présentateur de télévision, serait plus doux que tout ce que je pourrais dire. Le 30 décembre, la ville bourdonnait d'anticipation. Les magasins scintillaient de soldes, des couples transportaient des bouteilles de champagne dans des sacs en papier, des inconnus remplissaient les trottoirs de rire. Je suis passé devant eux, ma capuche rabattue, invisible dans la foule. Le monde était à quelques heures de connaître mon nom, mais à ce moment-là, j'étais encore juste la discrète fille du bois. Celle qu'il plaignait, celle dont il se moquait. Je me suis acheté un simple bracelet en or chez un bijoutier du centre-ville, je l'ai glissé à mon poignet et je l'ai regardé briller sous les lumières du magasin. Un cadeau privé. Un rappel. Pas pour eux. Pour moi. Cette nuit-là, allongée éveillée dans mon lit, j'ai murmuré dans le noir. Demain soir, tout change. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Le message de Véronique dans la conversation familiale, hâte de voir tout le monde demain. Hélène, ne sois pas en retard cette fois. J'ai souri à l'écran, un sourire acéré et entendu. Ne t'inquiète pas, Véronique, ai-je pensé. Je serai pile à l'heure. Car quand minuit sonnerait, le monde entier regarderait. Et pour la première fois de ma vie, la salle à manger des Dubois tomberait dans le silence. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que la vérité serait enfin arrivée. Le matin du 31 décembre s'est levé avec un froid qui traversait le soleil de la Côte d'Azur, plus piquant que l'air hivernal ne l'aurait dû. Je me suis réveillée dans mon petit appartement, les stores juste assez inclinés pour laisser une bande de lumière traverser le sol, et pendant un instant, je suis restée allongée, fixant le plafond. Aujourd'hui n'était pas seulement le réveillon du Nouvel An, c'était le jour où tout allait basculer. À minuit, la vérité que j'avais portée en silence pendant des années flamberait sur tous les écrans de France. L'email était arrivé juste après l'aube. J'avais laissé mon ordinateur portable ouvert sur le bureau, des contrats éparpillés autour, des auréoles de café tachant les bords. Quand je me suis frotté les yeux pour chasser le sommeil et que je me suis approché, la lueur de l'écran m'a arrêté net. Sujet, confirmation de publication. Forbes, la plus jeune milliardaire de l'année. Publication prévue le 31 décembre à minuit. Je l'ai lu une fois, 2 fois. Mes mains tremblaient la 3e fois. J'avais attendu ce moment en secret, l'imaginant encore et encore. Maintenant, il était réel, estampillé d'une heure exacte, une promesse que le monde ne pouvait ignorer. J'ai préparé du café, le marque bon marché emplissant l'air de son odeur amère, et j'ai appelé Maya. Elle a répondu d'une voix ensommeillée, étouffée contre un oreiller. Tu as l'air survolté. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est confirmé, ai-je dit. Forbes publie ce soir. Minuet. Cela l'a réveillée instantanément. Hélène, tu es sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Son rire a éclaté au téléphone, vif et clair. Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus.
J'ai souri, bien que mon sourire tremblât sur les bords. Non. Mais d'ici demain à la même heure, ils ne me verront plus jamais de la même manière. Après l'appel, je me suis habillée lentement, délibérément. Un jean noir, un camisère blanc. Rien d'extravagant. En surface, je ressemblerais à la même Hélène qui se présentait toujours sous-habillée aux événements familiaux, la même fille qu'il taquinait sur les friperies et les chaussures de seconde main. Mais sous le poignet de ma chemise, le bracelet en or que j'avais acheté la veille brillait faiblement, un rappel privé de l'Empire qu'il ne pouvait pas voir. J'ai passé la matinée à éplucher des contrats, les chiffres brillant sur mon écran comme un langage secret. Un autre accord d'expansion conclu en Europe, des accords de licence à Singapour, assez pour doubler les revenus annuels de toute la banque de marque. Mon père disait que les filles comme moi devraient viser la stabilité, pas l'ambition. Il m'a dit que je ne serais jamais propriétaire, que je ne serais jamais plus qu'une ligne sur un arbre généalogique. Ce soir, cette ligne allait se graver dans l'histoire. En fin d'après-midi, j'ai préparé un unique sac de voyage. Pas pour des vêtements. Juste mon ordinateur portable, la confirmation de Forbes et quelques documents que je voulais apporter demain quand l'histoire éclaterait. Si Véronique demandait pourquoi je le transportais, je hausserais les épaules et dirais que je travaillais en freelance. Laissez-la rire une dernière fois. Le trajet jusqu'à sa villa a été long, la Clio vibrant en signe de protestation à chaque kilomètre. Les maisons le long du chemin scintillaient de lumière de Noël, les voisins accrochant de nouvelles guirlandes pour leur fête du Nouvel An. J'ai gardé les deux mains sur le volant, mon cœur battant au rythme du clignotant alors que j'entrais dans l'allée immaculée de Véronique. Son garage pour 2 voitures brillait, le nouveau SUV poli comme un miroir. J'ai garé ma vieille Renault cabossée à l'extrémité, m'attendant à moitié. À ce qu'elle ricane à ce sujet avant la fin de la nuit. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'énergie. Les lustres brillaient, la musique s'échappait de haut-parleurs cachés. Des cousins et cousines déambulaient en tenue à paillettes et costumes impeccables, les verres teintaient déjà, des heures avant minuit. L'odeur de gigot d'agneau et d'huile de truffe m'enveloppa, lourde et délibérée. La scène de Véronique, comme toujours. Regardez qui a enfin réussi à arriver. A-t-elle crié depuis l'autre bout du hall, une coupe de champagne à la main, ses lèvres courbées en ce sourire, assez poli pour les invités, assez acéré pour moi. Je commençais à penser que ta Clio n'allait pas survivre au trajet. Des rires ont fusé parmi les proches. J'ai forcé un petit sourire, retirant mon manteau. Elle a tenu le coup. Papa m'a tapé sur l'épaule, un peu trop fermement, comme si son approbation était un cadeau qu'il pouvait choisir d'accorder. Heureux que tu aies pu venir, ma chérie. Véronique s'est vraiment surpassée ce soir. Ses yeux brillaient de fierté pour elle. Pas pour moi. La soirée s'est déroulée comme une pièce bien rodée. Marc, le mari de Véronique, s'est lancé dans des récits sur ses dernières transactions commerciales. Les proches s'extasiaient devant le marbre italien de sa cuisine. Tante Louise se vantait de l'admission de son petit-fils en école de droit. Chaque fois que la conversation s'approchait de moi, quelqu'un lançait une question acérée enveloppée de soie. « Alors, Hélène ?» a dit oncle Thomas en faisant tourner le whisky dans son verre, toujours à travailler sur tes petits projets informatiques. Toujours à joindre les deux bouts avec des petits boulots, a ajouté Héloïse, l'amie de Véronique, ses perles captant la lumière du lustre. J'ai hoché la tête poliment, mes réponses brèves. Quelque chose comme ça. Ils ont gloussé d'un air entendu, suffisant dans leurs suppositions. Je les ai laissés faire. Chaque rire cruel était un carburant. Chaque pique était une note dans la symphonie qui allait s'effondrer à minuit. Le dîner s'est éternisé, chaque plat plus élaboré que le précédent. Mais aucun plat ne me satisfaisait comme la pensée de ce qui allait arriver. J'ai gardé mon téléphone fermé, l'écran sombre mais prêt, l'email de confirmation brillant derrière comme une promesse. Vers 23 heures, l'énergie du compte à rebours a rempli la maison. Les invités se sont rassemblés dans le salon, flûte de champagne à la main, les yeux fixés sur la télévision à écran plat monté au-dessus de la cheminée. La chaîne d'information diffusait en direct des Champs-Élysées, la foule acclamant, les ballons se balançant. Véronique se pavanait dans sa robe à paillettes, prête pour le baiser de minuit avec Marc. Papa a tapoté sa montre, criant « 10 minutes ». Je me suis assise près du bout du canapé, calme, silencieuse. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage était impassible. Il pensait que j'attendais la même chose qu'eux. Un décompte, le début d'une nouvelle année. Ils n'avaient aucune idée que j'attendais que la voix du présentateur de télévision ne tranche leur rire en silence. À 23h55, Héloïse s'est penchée sur les coussins. « Hélène, tu as même du champagne, ou quelqu'un doit te payer un verre. » La salle a ri, un rire léger mais cruel, résonnant de la confiance de gens certains de connaître la fin de mon histoire. Papa a levé sa flûte. « Certaines choses ne changent jamais », a-t-il plaisanté. Notre Hélène. Toujours pauvre, toujours en train de rêver. J'ai alors souri. Un petit sourire acéré qu'ils n'ont pas compris. On verra, ai-je murmuré. Les secondes s'égrenaient.
23h58, 23h59. Véronique s'est rapprochée de Marc, son rire débordant, trop fort. La pièce a enflé d'anticipation. Les verres se sont levés, les voix ont scandé le décompte. 10, 9, 8. La voix du présentateur de télévision a retenti, net, par-dessus le rugissement de la foule parisienne. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, nous honorons également ceux qui l'ont définie. Ce soir, Forbes a nommé la plus jeune milliardaire de l'année. Ma poitrine s'est soulevée d'une respiration régulière. Hélène Dubois, fondatrice et PDG d'Horizon VR. Les mots se sont écrasés dans la pièce comme le tonnerre. Un silence a suivi, épais et absolu. Les verres se sont figés en l'air. La mâchoire de papa s'est décrochée. Le sourire de Véronique s'est fissuré pour laisser place à l'incrédulité. Marc a cligné des yeux comme s'il avait mal entendu. Je suis restée assise, immobile, mes mains soigneusement jointes sur mes genoux, le sourire sur mes lèvres calmes, délibéré. Je n'avais pas besoin de dire un mot. La vérité était arrivée d'elle-même. Et elle était plus forte que tout ce que j'aurais pu dire. La voix du présentateur de télévision résonnait encore dans la pièce longtemps après la fin de l'annonce, comme si les murs eux-mêmes refusaient de la laisser s'éteindre. Hélène Dubois, fondatrice et PDG d'Horizon VR. La plus jeune milliardaire de Forbes. Mon nom scintillait sur le bandeau en bas de l'écran, défilant encore et encore, indéniable. Personne ne bougeait. Les coupes de champagne pendaient, figées en l'air, les bulles montant vers nulle part. La musique des Champs-Élysées hurlait à travers les haut-parleurs, mais dans le salon de Véronique, elle était étouffée par un silence si lourd qu'il pesait sur chaque poitrine. Héloïse fut la première à craquer. Elle laissa échapper un rire aigu, désespéré. Ça doit être une erreur, non? Hélène, je veux dire, toi. Ces mots restèrent en suspens, fragiles et faibles. J'ai levé lentement mon verre, laissant le pétillement doré capter la lumière du lustre, et j'ai enfin parlé. Aucune erreur. Le son de ma voix était calme, mesuré, mais il a résonné comme une cloche dans le silence. Tous les yeux se sont tournés vers moi, cherchant une faille, un indice que c'était une mauvaise blague. Papa s'est éclairci la gorge, le visage rouge, sa main se resserrant sur le pied de son verre. C'est vrai? Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés? J'ai croisé son regard. Je n'ai jamais dit que j'avais des difficultés. Vous l'avez supposé. Vous vouliez le croire. Marc s'est agité sur son siège, son sourire narquois habituel remplacé par quelque chose de plus crispé. De la colère, de la honte, peut-être de la peur. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi garder un tel secret? J'ai posé mon verre avec un soin délibéré. Parce que le silence est plus tranchant qu'un argument. Et parce que ce soir, ai-je fait un geste vers l'écran lumineux, allait toujours être plus doux que tout ce que j'aurais pu dire. Le poids de mes paroles a atterri. J'ai regardé leurs visages s'effondrer, un par un. Les lèvres de Véronique se sont entr'ouvertes, sa main tremblant alors qu'elle cherchait le bras de Marc. Mais tu conduis cette vieille voiture, tu vis dans ce minuscule appartement. Je me suis penchée en arrière, calme, presque apitoyée. Les apparences peuvent être utiles. Les perles d'Héloïse ont roulé contre son col alors qu'elle secouait la tête en marmonnant. Je n'y crois pas. Oncle Thomas a laissé tomber son verre avec un fracas sur la table basse, renversant du champagne sur le bois poli. Sa voix était rauque. Milliardaire? Hélène, tu veux dire que tu es restée assise ici à nous laisser nous moquer d'eux? Moi, ai-je terminé pour lui, ma voix tranchant nette? Oui. Année après année, je vous ai laissé rire. Je vous ai laissé me traiter de pauvre, de raté, de fardeau. Et chaque insulte est devenue un carburant. Tante Louise a couvert sa bouche avec sa main, les yeux écarquillés. Mais Forbes, c'est indéniable, ai-je dit. L'écran continuait de diffuser des images maintenant. Ma photo lors d'une conférence, le siège d'Horizon VR à Paris, un titre sur l'expansion internationale. Preuve après preuve. Il ne restait plus de place pour le doute. La voix de papa est revenue, plus basse cette fois, dépouillée de son arrogance. Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir? Nous aurions pu te soutenir. J'ai ri doucement en secouant la tête. Me soutenir? Le soir où je vous ai dit que je voulais construire quelque chose de nouveau, vous m'avez coupé. Vous m'avez dit que la stabilité importait plus que les idées. Vous vouliez le chemin de Marc, pas le mien. Alors je l'ai construit sans vous. Le silence qui a suivi était différent maintenant. Non pas une incrédulité stupéfaite, mais de la honte. Marc a claqué son verre sur la table, la mâchoire serrée. Ça ne change rien. Tu crois que l'argent te rend meilleur que nous? Je l'ai regardé, fixement. Non. Ce qui me rend meilleur, c'est que je n'ai jamais eu besoin de vous écraser pour m'élever. Mais vous avez construit votre confiance en me maintenant petite. Son visage s'est tordu, mais il n'a pas argumenté. Il ne le pouvait pas. La voix de maman s'est brisée, fragile comme du verre. Hélène, ma chérie, nous sommes fiers de toi, vraiment. C'est juste que, nous ne savions pas.
J'ai tenu son regard, sans ciller. Vous ne vouliez pas savoir. C'est différent. La pièce était maintenant suffocante, épaisse du poids de leur propre cruauté qui leur était renvoyée en miroir. Je pouvais le voir sur leur visage, la réalisation de chaque occasion manquée de se tenir à mes côtés, chaque moment où ils avaient choisi de se moquer au lieu de croire. Le serveur est réapparu alors, comme s'il avait été convoqué par le silence. Il portait un plateau avec une unique bouteille de Dom Pérignon, le genre dont papa s'était vanté pendant des années mais qu'il n'avait jamais acheté. Il s'est arrêté à côté de moi et s'est légèrement incliné. Votre arrangement habituel, mademoiselle Dubois. Des hoquets de surprise ont parcouru la pièce. Le visage de papa s'est vidé de sa couleur. Véronique a cligné des yeux rapidement, la confusion se lisant sur son masque poli. Oui, ai-je dit, ma voix calme. Servez. Le serveur a versé dans des flûtes en cristal, une par une, ses mouvements délibérés. Il a gardé la mienne pour la fin. Le pétillement est monté dans mon verre, captant la lueur des bougies, et quand je l'ai levé, tous les yeux ont suivi. Pendant des années, vous m'avez dit que je ne serais jamais propriétaire, que j'étais pauvre, une ratée. Ce soir, vous voyez enfin la vérité. Ma voix a porté dans chaque recoin, aussi stable que l'acier. J'ai bu lentement, délibérément. Autour de moi, ils ont levé leurs verres à contre-cœur, les mains tremblantes, avalant un champagne qui brûlait plus de regrets que de bulles. Le lustre brillait au-dessus, les écrans scintillaient de gros titres, et pour la première fois de ma vie, la table de la famille Dubois m'appartenait. Le lustre oscillait légèrement au-dessus de la longue table à manger, sa lumière dorée se dispersant sur le cristal et l'argenterie. Personne ne touchait plus à sa nourriture. Le chapon, autrefois présenté comme le triomphe de Véronique, reposait intact, refroidissant. Chaque visage autour de moi était figé dans la même expression, un mélange d'incrédulité, de honte et de peur. Pour une fois, pas un seul sourire narquois ne subsistait. J'ai posé mon verre avec précaution, le léger clic résonnant comme un coup de marteau. Alors, ai-je commencé, ma voix basse mais portant loin, c'est le moment où vous vous empressez tous de réécrire l'histoire. De prétendre que vous avez toujours cru en moi. Personne n'a parlé. Même Héloïse, qui avait toujours excellé à combler le silence de ses petites remarques acerbes, était assise, rigide, les lèvres pincées. J'ai tourné mon regard d'abord vers mon père. Tu m'as dit que la stabilité importait plus que les idées. Tu as dit que je ne serais jamais propriétaire, que je ne réussirais jamais avec quelque chose qui ne suivait pas la voie de Marc. Tu t'en souviens? Sa mâchoire s'est contractée, un muscle tressaillant au coin de sa joue. J'essayais de te protéger. Le monde est cruel. Non, les yeux coupés sèchement. Le monde est cruel, oui. Mais vous étiez pire. Tu ne me protégeais pas. Tumi Robages. Tu as écrasé des rêves parce qu'ils ne ressemblaient pas à ceux dont tu voulais te vanter. Il a tressailli, ses épaules s'affaissant légèrement, comme si les mots pesaient le poids des années. Mon regard s'est déplacé vers maman. Elle tordait son collier de perles, ses doigts tremblants contre les fils. Ma chérie, nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux. Ce qu'il y avait de mieux pour Marc, ai-je dit froidement. Toujours Marc. Ses bulletins encadrés, ses matchs célébrés, ses stages arrosés de champagne. Et moi? Mes victoires étaient pliées dans des tiroirs ou balayées d'un sourire et d'un c'est bien, Hélène. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux brillaient de quelque chose qui voulait être des larmes, mais des années d'habitude les ont retenues. Je me suis tournée vers Véronique. Elle était restée silencieuse depuis l'annonce, sa robe à paillettes captant la lumière comme du verre brisé. Elle a finalement relevé le menton, mais sa voix tremblait. On te taquinait, Hélène, mais on ne voulait jamais. Jamais que je réussisse, ai-je achevé d'un ton sec. Vous m'aimiez petite. Vous aviez besoin que je sois petite pour que vous puissiez briller plus fort. C'est pour ça que tu m'as traité de pauvre ce soir. C'est pour ça que vous avez ri quand papa a dit que je ne serais jamais propriétaire. Vous avez tous apprécié. Vous vous en êtes délectés. Son visage a pâli, son rouge à lèvres se craquelant aux commissures de ses lèvres. Puis j'ai laissé mon regard tomber sur Marc. Il était resté silencieux le plus longtemps, ses doigts tapotant le pied de son verre, sa mâchoire se crispant. Il m'a regardé maintenant, un éclair de défi dans les yeux. L'argent n'efface pas le passé, Hélène. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Je me suis légèrement penchée en avant, ma voix aussi tranchante qu'une lame. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que vous, Marc. J'ai déjà construit quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Ce que j'ai, c'est une preuve. La preuve que chaque fois que vous vous êtes moqué de moi, chaque fois que vous avez ri de mes soi-disant petits projets, vous aviez tort. Et au fond de vous, vous le savez. Il s'est agité, mal à l'aise, sa confiance se fissurant. Mais il a quand même soutenu mon regard. J'ai vu la fureur là, l'orgueil qui s'effilochait. Je me suis redressée, balayant du regard toute l'assemblée. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous ai jamais rien dit? Pourquoi je suis restée silencieuse pendant que vous vous moquiez de moi? Personne n'a répondu.
L'air était épais, en attente. Parce qu'une famille est censée vous soutenir, même quand vous échouez. Vous ne l'avez pas fait. Aucun de vous. Vous ne me vouliez à cette table que si j'étais la cible des blagues. Alors je vous ai laissé vos rires, année après année. Mais j'ai construit quelque chose dans l'ombre, quelque chose qui survivra à chaque insulte. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de vérité. Tante Louise a finalement parlé, sa voix faible, presque enfantine. On ne savait pas. J'ai secoué la tête. Vous ne vouliez pas savoir. C'est ça, la différence. Le serveur est revenu, silencieux comme toujours, remplissant les verres. Ses mouvements calmes rendaient leurs mains tremblantes encore plus pathétiques. Il a posé la bouteille doucement, m'a incliné la tête et est parti sans un mot. Le respect dans son geste était plus tranchant que toutes les insultes que j'avais endurées de mon propre sang. Oncle Thomas a essayé de briser la tension avec un rire forcé. Eh bien, Hélène, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Garder ça en famille, hein? Investissement, partenariat. J'ai failli rire, mais ce qui est sorti était plus froid. Garder ça en famille? La même famille qui s'est moquée de moi pendant des années, m'a traité de fauché, m'a rejeté comme une ratée? Cette famille-là? Il s'est agité sur sa chaise, son sourire vacillant. Les affaires sont les affaires. Pas ce soir, ai-je interrompu. J'ai alors repoussé ma chaise. Le grincement du bois sur le marbre fut fort et définitif. Toutes les têtes se sont tournées, tous les yeux écarquillés. Je me suis levé lentement, stable, ma flûte de champagne toujours à la main. Laissez-moi être clair, ai-je dit, ma voix résonnant contre les murs. Je ne vous dois pas le pardon. Je ne vous dois pas de partenariat. Et je ne vous dois certainement pas le réconfort de prétendre que vous avez toujours cru en moi. J'ai construit cet empire sans vous, et je continuerai sans vous. Les mots sont tombés comme des pierres jetées dans une eau profonde, plongeant la pièce dans le silence à nouveau. Leur honte était épaisse, tangible, collant à leur visage, les faisant paraître plus petits sur leur chaise. Le poing de papa s'est resserré autour de son couvert, ses jointures blanches. Maman clignait des yeux rapidement, comme si elle pouvait se transporter dans une autre réalité. Véronique était assise, raide, ses paillettes maintenant ternes sous le lustre. Marc avait l'air pâle, dépouillé de sa bravade. Le sourire narquois d'Héloïse avait complètement disparu, ses lèvres entr'ouvertes mais sans voix. J'ai levé mon verre une dernière fois. À la vérité. Celle dont on ne peut pas rire. J'ai bu lentement, délibérément. Personne n'a suivi. Quand j'ai reposé mon verre, j'ai ajouté, presque nonchalamment. Et demain, le reste du monde le saura aussi. The silence assast aprofondi, suffocant. Ce n'était plus de l'incrédulité. C'était de la honte, épaisse et indéniable. Pour la première fois à cette table, je n'étais pas la silencieuse. J'étais la seule à avoir le contrôle. Le grincement de ma chaise contre le sol en marbre a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence étouffant. Personne n'a bougé alors que je me levais, lissant mon chemisier avec un calme délibéré. Leurs yeux me suivaient, désespérés, déconcertés, mais aucun d'entre eux n'osait parler. Pour la première fois de ma vie, leur pouvoir sur moi s'était dissous. J'ai marché lentement vers les portes à double battant au bout de la salle à manger, chaque pas net contre le sol poli. Derrière moi, j'entendais des chuchotements frénétiques. Le grognement sourd de papa, les tentatives tremblantes de douceur de maman, le murmure aigu de Véronique, l'inspiration brusque de Marc comme s'il pouvait encore sauver son orgueil. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Leurs mots ne m'atteignaient plus. Le serveur est apparu comme par magie, sa posture droite, sa voix calme. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce soir, mademoiselle Dubois. J'ai croisé son regard, lui ai fait un léger signe de tête. Ce simple respect d'un étranger avait plus de poids que tous les compliments creux que ma famille m'avait jamais lancés. Les portes se sont ouvertes et l'air frais de la nuit a caressé ma peau comme une libération. Le ciel de décembre s'étendait, vaste, au-dessus des lumières de la ville qui scintillaient au loin. Mon souffle formait un nuage dans l'air, et pour la première fois depuis des années, j'ai inspiré sans le poids des attentes sur ma poitrine. Mon chauffeur se tenait près du trottoir, à côté d'une berline noire et élégante. Il a ouvert la portière avec un signe de tête respectueux. Je suis resté un moment sur la plus haute marche, regardant en arrière les fenêtres illuminées de la villa de Véronique. Des ombres bougeaient à l'intérieur, frénétiques et brisées, leurs silhouettes s'agitant comme des oiseaux pris au piège. Ils pouvaient maintenant raconter l'histoire qu'ils voulaient, plaider l'ignorance, inventer des excuses, feindre la fierté. Mais la vérité avait déjà quitté la pièce avec moi. Je suis monté dans la voiture, le cuir souple sous moi. La portière s'est refermée avec un claquement silencieux et définitif, scellant le passé derrière moi. Le moteur a ronronné, les phares fendant l'obscurité tandis que la villa s'éloignait dans le rétroviseur. Pendant que nous roulions, j'ai pensé à toutes les nuits qui m'avaient mené ici. Le studio minuscule avec les cafards se dispersant à l'allumage de la lumière, la Clio toussant de la fumée dans le froid de l'hiver,
les boîtes de pizza empilées à côté d'un ordinateur portable haletant. J'ai pensé à chaque insulte que j'avais avalée en silence, à chaque fois qu'ils avaient ri pendant que je souriais et les laissais croire qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient pas gagné. Ces moments m'avaient affûté, transformé les blessures en armure, le silence en pouvoir. La voiture a ralenti à un feu rouge en centre-ville. Dehors, des inconnus en robe à paillettes et chapeaux en papier riaient sur le trottoir, des feux d'artifice éclatant déjà faiblement au loin. Aucun d'eux ne me connaissait. Pourtant, ce soir, beaucoup d'entre eux verraient mon nom sur leurs écrans. Cette pensée ne ressemblait plus à de la vengeance. C'était une libération. Maya a appelé juste après minuit, sa voix crépitant d'excitation. C'est partout, Hélène. Ton visage, ton entreprise, ton histoire. Les gens t'appellent le futur de la tech. J'ai souri faiblement, regardant la ville défiler derrière la vitre. Laisse-les m'appeler comme ils veulent. Je sais qui je suis. Ils l'ont vu? Ta famille? Oh, ils l'ont vu, ai-je dit doucement. Et ils ne l'oublieront jamais. La voiture a tourné sur un large boulevard bordé d'enseignes au néon, leurs couleurs clignotant sur la vitre. Je me suis adossée, laissant le rythme de la route me calmer. Le rire de ma famille, leurs moqueries, leur incrédulité, ils m'avaient nourri pendant des années. Maintenant, leur silence me nourrissait davantage. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, je ne suis pas entrée tout de suite. Je suis restée sur le trottoir, la ville vivante autour de moi, et j'ai levé les yeux vers les étoiles, pâles contre la lueur urbaine. Mon souffle s'est enroulé dans l'air froid de la nuit et j'ai murmuré les mots que j'avais portés pendant des années. La plus douce des vengeances, c'est d'être indéniable. Il ne s'agissait plus de flûte de champagne ou de gros titres. Il s'agissait de savoir que je m'étais élevée selon mes propres termes, que j'avais construit quelque chose qu'aucune quantité de favoritisme ou de moquerie ne pourrait effacer. Ils pouvaient réécrire leurs histoires comme ils le voulaient, mais la vérité était maintenant gravée dans le monde. J'ai monté les marches, déverrouillé ma porte et me suis arrêtée une dernière fois, jetant un regard en arrière sur la rue, animé par des étrangers célébrant la nouvelle année. D'une certaine manière, je célébrais aussi. Pas seulement l'année à venir, mais les années que j'avais survécues pour en arriver là. À l'intérieur, mon ordinateur portable brillait faiblement sur le bureau, les emails affluents, investisseurs, journalistes, partenaires du monde entier. Je les fermais doucement, choisissant plutôt de m'asseoir près de la fenêtre avec une tasse de thé. Dehors, les feux d'artifice éclataient dans le ciel, dispersant de l'or et du rouge dans la nuit. J'ai pensé aux paroles de Rachel d'il y a des années, murmurées à une table de dîner quand elle était la seule à avoir osé me défendre. Ils le regretteront un jour. Elle avait eu raison. Ce soir, ils le regrettaient. Et donc je vous le demande, si votre propre famille s'était moquée de vous, vous avez rabaissé, vous avez dit que vous n'étiez rien, que feriez-vous lorsque vous vous élèveriez enfin? Leur pardonneriez-vous? Les laisseriez-vous réécrire l'histoire qu'ils ont autrefois utilisée contre vous? Ou laisseriez-vous votre silence, votre succès, parler plus fort que tout ce qu'ils pourraient jamais dire? Si vous avez ressenti cette douleur, si vous avez déjà été sous-estimé par ceux qui auraient dû croire en vous, je veux entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires comme la mienne, des histoires de vengeance, de règlements de compte, de vérités révélées, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Parce que parfois, la roue tourne. Et quand elle le fait, le silence de ceux qui ont douté de vous est le son le plus fort de tous.